4 destroyers de la marine américaine disparus en 20 minutes. 1200 marins américains morts ou portés disparus dans les eaux au large de l'île de Jask. Et le pays qui l'a fait a déjà dit au monde, publiquement et sans hésitation, qu'il le referait si la riposte américaine franchissait un seuil qu'il a lui-même défini unilatéralement. Avant de passer à autre chose, il faut comprendre une chose fondamentale. Ce qui s'est produit hier soir dans le détroit d'Ormuz n'était pas une erreur de calcul d'un régime isolé qui aurait frappé sans comprendre les conséquences. C'était une démonstration opérationnelle soigneusement conçue, préparée depuis des années. Elle était destinée à prouver un seul point à chaque commandant naval, à chaque planificateur de défense, à chaque chef de gouvernement qui regardait hier soir depuis un écran sécurisé. Ce point est le suivant. L'hypothèse de l'invulnérabilité navale américaine, pilier fondamental de la projection de puissance des États-Unis dans tout le Moyen-Orient depuis 3 générations, a coulé hier soir avec ces 4 destroyers. Et l'horloge qui s'est mise en marche au moment où le dernier navire a sombré se mesure maintenant en heures, pas en jours. Ce que la couverture médiatique dominante manque presque entièrement, c'est pas seulement ce qui s'est passé, ni seulement la réaction politique. Ce sont les mécanismes opérationnels plus profonds, l'architecture stratégique et les lignes de fracture économique mondiale. Ce sont eux qui font de ce moment précis le point d'inflexion le plus dangereux que le monde ait connu depuis la crise des missiles de Cuba. Et je n'utilise pas cette comparaison pour faire effet. Quand on comprend pleinement la variable du détroit d'Ormuz, quand on comprend ce que l'Iran est réellement capable de faire au système énergétique mondial en réponse à une riposte américaine, on comprend pourquoi tous les hauts responsables de la politique économique sur Terre ont passé la nuit dernière à faire des appels de contingence qu'ils espéraient ne jamais avoir à faire. Commençons par la frappe elle-même. Parce que la façon dont l'Iran a conçu cette opération n'est pas seulement une histoire militaire. C'est un document stratégique qui vous dit exactement sur quoi les planificateurs iraniens travaillent, ce qu'ils ont appris de décennies d'études de la doctrine navale américaine et ce qu'ils sont prêts à faire ensuite. À 23h47, heure locale, les forces iraniennes ont lancé un ensemble de frappes coordonnées de 300 missiles contre 4 destroyers de classe Harley Burke, opérant dans une formation de patrouille devenue routinière au cours des semaines précédentes, une mission de présence, des navires menant des opérations de liberté, de navigation dans des eaux que l'Iran considère comme sa sphère stratégique. Cette routine est devenue une catastrophe en moins de 20 minutes. L'Harley Burke est le bâtiment de combat de surface le plus performant au monde. Son système de combat Aegis peut suivre et engager simultanément de multiples menaces entrant dans toutes les catégories d'attaque. 4 de ces navires opérant ensemble, partageant la couverture radar et les données de ciblage en temps réel, représentent un parapluie de défense aérienne d'une profondeur extraordinaire. Aucune catégorie d'armes, à elle seule, ne peut vaincre de manière fiable 4 navires Aegis opérant de façon coordonnée. Les planificateurs opérationnels iraniens l'avaient parfaitement compris. C'est précisément pourquoi ils n'ont pas essayé. La frappe n'a pas été conçue pour gagner un combat équitable contre Aegis. Elle a été conçue pour le vaincre en présentant des catégories de menaces couvrant tout le spectre de difficultés d'engagement avec un volume et un séquençage spécifiquement calculés pour épuiser la capacité d'interception avant l'arrivée des armes les plus létales du paquet. La première salve était composée de 120 missiles balistiques anti-navires Kalish-Fars, hypersoniques dans leur phase terminale, manœuvrant pour suivre des cibles mobiles. Les 4 destroyers transportent ensemble environ 80 intercepteurs SM-3. 120 cibles sont arrivées simultanément. Les mathématiques ont produit un résultat inévitable. L'inventaire de SM-3 a été épuisé avant que toutes les menaces balistiques soient neutralisées et la deuxième vague est entrée dans les brèches. 110 missiles de croisière Noor, volant à 5 à 10 mètres au-dessus du niveau de la mer, sous l'horizon radar, sont arrivés avec un temps de préparation d'interception minimal. Les systèmes SM-2 ont fonctionné, mais ils ont été davantage épuisés par le volume. Puis est arrivée la troisième vague. 70 planeurs hypersoniques Fatah 2, manœuvrant dans leur phase terminale, contre des navires dont les systèmes défensifs avaient été délibérément et méthodiquement épuisés par les 2 vagues précédentes. Plusieurs armes ont frappé chaque bâtiment. Les 4 ont été évalués comme perte totale dans les 40 minutes suivant le premier impact. La leçon opérationnelle, énoncée clairement, est la suivante.
Une guerre anti-navire de saturation en couche, exécutée avec un volume suffisant, dans un éventail suffisant de catégories de menaces, et selon une séquence soigneusement conçue, peut vaincre même le système de défense aérienne embarqué le plus performant jamais construit. Les planificateurs américains le comprenaient théoriquement. Chaque jeu de guerre sérieux a inclus une version de cette menace. Mais la compréhension théorique et la réalité opérationnelle sont deux choses fondamentalement différentes. L'île de Jask vient maintenant d'en faire une réalité opérationnelle permanente dans la conscience stratégique de toutes les puissances navales de la planète. Donald Trump a reçu l'évaluation des dommages et a ordonné une riposte totale dans les 2 heures. 3 groupes aéronavals convergent vers le golfe d'Oman. Des bombardiers furtifs B-2 Spirit ont été déplacés vers des sites de déploiement avancés à portée de frappe du territoire iranien, signalant l'intention d'utiliser des munitions à pénétration profonde contre des cibles souterraines durcies. Des ensembles de missiles Tomahawk lancés depuis des sous-marins sont prépositionnés. L'ensemble des cibles reflète des années de collecte de renseignements. D'abord les systèmes de défense aérienne iraniens, parce que leur suppression est la condition préalable à tout ce qui suit, les installations de production de missiles balistiques, les bases navales du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, le long de la côte du Makran, et l'infrastructure nucléaire qui constitue le moteur sous-jacent de cette confrontation depuis 2 décennies. Voici ce que l'ordre de représailles n'inclut pas, et c'est le détail qui devrait réellement alarmer quiconque pense au-delà du prochain cycle de nouvelles. Il n'inclut pas d'état final défini. Il précise ce que les forces américaines sont autorisées à détruire. Il ne définit pas quels résultats ces frappes sont censées produire, ni quelle réponse iranienne resterait dans des limites tolérables par rapport à celle qui déclencherait le niveau suivant d'escalade américaine. Cette ambiguïté n'est pas un oubli, c'est le reflet honnête d'un dilemme stratégique qui n'a pas de résolution nette, parce que chaque option d'escalade américaine dans cet environnement entre directement en collision avec la variable qui les rend toutes dangereuses, d'une manière qu'aucune administration n'a jamais honnêtement reconnue publiquement. 20 et 1 million de barils de pétrole passent chaque jour par le détroit d'Ormuz, le tiers du gaz naturel liquéfié mondial transite par les mêmes 20 et 1 000 d'eau. Le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine, chaque grande économie européenne, toutes passent par ce point d'étranglement. La capacité de l'Iran à fermer le détroit n'est pas théorique, elle est opérationnelle. Des champs de mines peuvent être posés plus vite qu'ils ne peuvent être déminés. Des batteries de missiles côtiers peuvent être détruites, mais remplacées depuis des positions intérieures durcies. Des embarcations d'attaque rapide peuvent être lancées depuis des abris conçus pour survivre à la première vague de frappe. Ce n'est pas une architecture défensive improvisée par l'Iran, c'est une police d'assurance stratégique bâtie sur 20 ans d'investissement spécifiquement calibré contre le scénario qui se déroule maintenant. Aux niveaux actuels de la demande mondiale, une interruption d'1 semaine du transit par Ormuz ferait passer les prix du pétrole de leur fourchette actuelle à quelque part entre $200 et $300 le baril. Une fermeture soutenue de 2 semaines ou plus provoquerait des pénuries d'approvisionnement dans les économies importatrices asiatiques que les libérations de réserves stratégiques ne pourraient pas compenser à l'échelle requise. Le choc inflationniste, la pression récessionniste, les effets en cascade sur les prix des aliments, la production industrielle et la stabilité sociale des gouvernements qui dépendent d'une énergie abordable pour maintenir leur légitimité politique. Ces conséquences touchent toutes les économies de la planète. C'est pas une crise militaire régionale. Dès que le détroit se ferme, cela devient un événement économique mondial d'une profondeur et d'une durée qu'aucun modèle gouvernemental n'a été construit pour absorber. Le calcul politique de Trump en ordonnant une riposte totale est entièrement compréhensible selon sa propre logique. 1200 marins morts et 4 destroyers coulés exigent une réponse visible et décisive. Le coût politique intérieur de toute réponse moindre serait existentiel. Mais le calcul stratégique sous la logique politique doit tenir compte de la variable d'Ormuz d'une manière que l'ordre public de représailles ne reconnaît pas. La riposte américaine qui satisfait l'exigence politique intérieure pourrait être précisément celle qui déclenche la réponse iranienne produisant la catastrophe économique mondiale.
Gérer cette tension est le défi le plus lourd de conséquences auquel un président américain a été confronté depuis Kennedy en octobre 1962. Et contrairement à Kennedy, Trump le gère dans un environnement médiatique qui ne laisse aucun espace à la diplomatie discrète par canaux parallèles qui a finalement permis de résoudre cette crise. Ce que je trouve le plus significatif dans le comportement iranien au cours des heures qui ont suivi la frappe, c'est l'absence complète de tout signal suggérant que la perspective d'une riposte américaine produit la réévaluation stratégique que la théorie de la dissuasion prévoit. Aucune communication par canaux parallèles indiquant une volonté de négocier. Aucune réduction du tempo opérationnel. À la place, une déclaration publique de la direction du CGRI reconnaissant la riposte américaine comme attendue, la caractérisant comme s'inscrivant dans le cadre stratégique de l'Iran et promettant une réponse qui sera disproportionnée par conception délibérée. Ce n'est pas irrationnel. Cela reflète un calcul stratégique cohérent de l'intérieur, une fois qu'on comprend le cadre qui le guide. L'Iran n'a pas coulé 4 destroyers américains parce que ses dirigeants ont mal calculé la réponse. Il les a coulés parce que ses dirigeants ont conclu que la réponse américaine est un coût que l'Iran peut absorber, tandis que la valeur stratégique de démontrer opérationnellement que la puissance navale américaine peut être vaincue en combat direct dépasse ce coût par une marge assez grande pour faire de ce moment un choix valable. Ce calcul repose sur 3 piliers. Premièrement, l'action militaire américaine ne peut pas produire un changement de régime parce que les fondations institutionnelles de l'État iranien sont plus résilientes que les planificateurs américains ne l'ont constamment supposé. Deuxièmement, l'option d'Ormuz impose à l'escalade américaine des coûts qui limitent jusqu'où la réponse peut aller concrètement avant que les conséquences économiques mondiales deviennent politiquement soutenables à Washington. Même. Troisièmement, l'environnement international, la couverture diplomatique russe, le positionnement économique chinois, la sympathie du monde en développement limitent la durée de toute campagne américaine soutenue d'une manière que la propre capacité de résistance de l'Iran peut dépasser. La conviction qui soutient ce cadre n'a pas été fabriquée par la direction actuelle. Elle s'est construite sur 50 ans de pression extérieure qui a constamment produit l'inverse de l'effet recherché. Chaque sanction qui n'a pas produit de conformité, chaque opération clandestine qui n'a pas brisé le programme, chaque menace militaire qui n'a pas généré de concessions stratégiques, chacune a renforcé une conviction institutionnelle allant du bureau du guide suprême jusqu'aux commandants du CGRI qui ont planifié la frappe d'hier soir. La pression extérieure est un problème à endurer, pas une condition à accepter. Les 4 destroyers au fond de la mer au large de l'île de Jasque sont l'expression la plus lourde de conséquences de cette conviction dans l'histoire de la République islamique. La Russie appelle à la retenue avec le ton d'un gouvernement qui, en privé, est satisfait de la tournure des événements. Moscou ne supporte aucun coup direct de cette confrontation. Elle bénéficie de la diversion de l'attention américaine. Elle bénéficie de la flambée des prix du pétrole que toute perturbation à Hormuz produit. Elle bénéficie de chaque démonstration montrant que la puissance militaire américaine a des limites exploitables. Le Kremlin ne fournira pas de sortie de crise ici. Le calcul de la Chine est plus complexe. Pékin importe 40% de son pétrole par le détroit. Une fermeture coûterait très cher à la Chine. La Chine possède une influence réelle à Téhéran qu'aucun autre acteur externe ne peut égaler. Mais la Chine ne peut pas contraindre l'une ou l'autre partie à accepter des conditions que leurs propres calculs stratégiques ont déjà rejetées. Et pour l'instant, ni Washington, ni Téhéran n'ont montré le moindre signe d'approcher de la conclusion selon laquelle le coût de la poursuite de l'escalade dépasse le bénéfice. L'héritage stratégique permanent de l'île de Jasque est déjà établi, peu importe la manière dont la crise immédiate se résout. 4 destroyers américains ont été coulés dans un engagement direct avec les forces iraniennes. Ce fait ne peut être annulé ni par le langage diplomatique, ni par un quelconque succès militaire ultérieur. L'hypothèse de l'invulnérabilité navale américaine qui soutenait la projection de puissance dans cette région depuis 3 générations a été vaincue opérationnellement en 20 minutes. L'architecture de dissuasion bâtie sur cette hypothèse doit maintenant être reconstruite depuis ses fondations. Elle doit l'être dans un environnement stratégique transformé de façon permanente par une démonstration majeure. Une puissance régionale autonome, dotée d'armes de précision,
de la volonté de les utiliser et de la patience d'attendre le bon moment, peut vaincre la marine la plus puissante du monde selon des conditions entièrement choisies par elle. La riposte américaine arrive, l'Iran a déjà promis sa réponse à cette riposte, le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille de large et transporte chaque jour le tiers de l'énergie mondiale. Ce que produiront les prochaines 48 heures, que des communications par canaux parallèles trouvent le chemin étroit vers une pause contrôlée ou que les impératifs intérieurs des deux côtés poussent cette crise au-delà du point où la gestion demeure possible, déterminera si l'économie mondiale traverse cette crise ou si elle la paie par des années de perturbations. J'ai passé des années à étudier comment les confrontations militaires s'intensifient et comment elles trouvent leur chemin de retour depuis le bord du gouffre. La conclusion honnête que je tire de tout ce qui est observable maintenant, c'est que la voie de l'escalade est large et ne nécessite qu'une seule décision de l'un ou l'autre camp que l'autre ne peut absorber sans répondre. La voie de la désescalade est étroite et exige une retenue simultanée de la part d'adversaires qui sont actuellement en train de s'entretuer. Voilà où en sont les choses. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt